Non, tout simplement parce que c'est une contralto, Kathleen Ferrier. Donc, mais Kathleen Ferrier est un sujet d'inspiration. D'ailleurs, je suis en train de faire un projet qui a un petit lien avec elle. Mais le personnage de Carlotta, pour moi, c'est un mélange de plusieurs cantatrices que j'admire beaucoup, qui ne sont pas du tout de son époque d'ailleurs. Parce que j'ai lu énormément sur les premières grandes divas. D'ailleurs, j'ai lu même des livres qui retraçaient toute l'histoire des chanteurs lyriques depuis les tout débuts de l'opéra. Mais c'est pas du tout inspiré de cette époque-là, par contre. Pour moi, c'est un mélange. Bon, je l'ai pas écrit dans ce sens-là. Mais si je regarde bien les influences que j'ai pu avoir, je pense qu'elle a le côté novateur qu'a eu Maria Callas à son époque, qui a vraiment amorcé un virage dans l'histoire de l'opéra, dans le sens où elle a vraiment incarné ses personnages avec une intensité dramatique qui jusque-là n'était pas vraiment bien vue. Donc il y a ça. Son exigence m'a été inspirée par une cantatrice que j'adore, June Anderson, donc une américaine qui a eu son heure de gloire surtout à la fin des années 80 et qui est vraiment une intellectuelle, une passionnée et donc qui a une très très forte exigence, quitte à apprendre une langue simplement pour pouvoir la chanter. Donc ça c'est un trait de caractère qu'on retrouve chez Carlotta. Et puis aussi, j'ai pensé à Eleanor Steber, qui avait commandé à Samuel Barber une pièce lyrique qui est devenue une rhapsodie lyrique, c'est le terme qu'il a employé, d'après un texte de James Agee, qui est un de mes morceaux préférés, qui s'appelle Knoxville Summer of 1915. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange de ces trois cantatrices-là, Carlotta. Tout le monde ne le remarquera pas, et moi-même j'ai découvert certains noms en faisant des recherches sur l'opéra dans ces années-là. J'ai mis pas mal de noms de personnes qui ont vraiment existé, notamment son professeur de chant a existé et il travaillait vraiment dans cette école. Bon, c'est un détail, mais je tenais vraiment à ce que ce soit inscrit dans quelque chose de réel, et il y a pas mal de lecteurs qui m'ont demandé si Carlotta Del Monte avait existé. Donc pour moi ça c'est une victoire. Si j'ai choisi le prénom de Carlotta, à la base, c'est une référence à Vertigo, sur Fred de Hitchcock. Donc on a Madeleine, le personnage de Madeleine dans Vertigo, dont tombe amoureux James Stewart, Scotty, et donc elle est censée mourir. On se rend compte plus tard que c'est une mise en scène. Et donc ce personnage, donc qu'elle feint être, donc qu'une dénommée Judy feint d'être, est censée avoir une obsession pour une aïeule, Carlotta. Et donc, donc c'est une actrice qui joue le rôle de Madeleine et qui elle-même est censée être un petit peu schizophrène, on le comprend en fait, complètement hantée par cette Carlotta qui est censée être une de ses aïeules. Et c'est ce jeu-là de faux semblants que j'ai voulu mettre au cœur du prénom de Carlotta, parce qu'elle elle a cette particularité d'interpréter les rôles du grand répertoire avec une présence quasi schizophrénique. Vraiment, elle devient Norma, elle devient Tosca, etc. Et elle se sent même plus à l'aise dans le costume de ses héroïnes que dans sa propre vie. Tout l'enjeu du livre, pour elle, c'est d'apprendre à être Carlotta Del Monte, voire Del Monte, c'est-à-dire à redevenir la femme qu'elle n'a jamais réussi à être, en s'octroyant donc ce moment de faiblesse et en essayant de se faire une vie. Finalement, c'est un tel échec qu'elle devient une légende, au point qu'à la fin, on la voit dans une salle de théâtre, regarder une actrice incarner un double d'elle. Donc elle est dépossédée de sa vie au point de devenir un personnage de fiction. C'est effectivement ce jeu-là sur la légende essentiellement, mais aussi sur l'identité qui est vraiment au cœur du roman. Mediapart. Carlotta, comme je disais tout à l'heure, ce sont
beaucoup plus vivante dans la peau de ses personnages, mais en particulier parce qu'elle a un problème, elle n'arrive pas à aimer en fait. Elle a du mal à savoir ce que c'est que l'amour, et pour elle, c'est ce qui est chanté dans les opéras. Et le point le plus révélateur, je trouve, donc Carlotta était à la base une mezzo-soprano qui a forcé sa voix pour devenir soprano. Carlotta a pris le parti d'abîmer son corps pour le conformer à son désir, en fait. C'est vraiment ça, c'est en gros forcer le réel. L'opéra, c'est un monde qui est plus grand que la vie, tout est exacerbé. Les passions. D'ailleurs, ça peut paraître assez simpliste, je pense. Pour les gens qui ne connaissent pas l'opéra, en regardant pour la première fois, ça doit être une expérience curieuse. On doit se dire, mais c'est trop gros. C'est pas crédible. Et ce côté plus grand que la vie, oui, complètement extrême en fait, sans limite, c'est totalement fait pour Carlotta. Et quand elle réfléchit à ce qui serait fait pour elle, elle tombe toujours dans cette école-là et se dit que jamais, nulle part, les gens vont se mettre à pousser leur grand air dans la rue sur un fond d'orchestre céleste et que ce qui lui manquera toujours, c'est cette dimension-là, dans le réel, cette dimension-là. Oh là là, j'aurais pas vu ça comme ça. Mais oh oui, c'est une idée intéressante. Oui. En tout cas, de ce qui m'a donné envie d'écrire, en Oui. fait. Ça, c'est certain. Je l'explique souvent, pour moi, le déclencheur, ça a été très jeune. Dès que j'ai appris à tenir un stylo, j'ai commencé à écrire. J'avais vraiment cette envie et ce besoin d'inventer un monde dans lequel je serais plus à l'aise que dans le vrai. C'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est pour ça que dans les périodes où j'écris moins, je peux être extrêmement malheureuse. Donc je reste jamais sans écrire. Comme j'ai trouvé le bon moyen, c'est que finalement j'enchaîne les projets, ce qui me permet de vivre constamment hors du réel, vraiment. Et c'est vrai que c'est une manière de fuir. Je crois que je passe ma vie à fuir en écrivant, et que j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai que Carlotta, c'est un peu euh, je vais confier ce désir de fuir en fait. De toute façon, comme c'est donc une fausse enquête qui patauge aussi parce que des gens essayent d'avancer des théories qui sont complètement abracadabrantes. Il y a des gens qui pensent l'avoir vu avec un tel, dans tel quartier, dans telle posture, etc. Et donc là encore, ce qu'on cherche, c'est pas vraiment Carlotta, c'est pas elle que les gens cherchent, c'est pas vraiment d'elle qu'ils parlent tellement, c'est de tout ce qu'ils peuvent projeter sur elle, en fait. C'était un clin d'œil à quelques personnes de mon entourage qui savaient ce que j'étais en train de faire. Et il y a une autre photo de Rosa Poncel que je cite un moment dans Carlotta d'ailleurs. Alors je ne sais pas si j'avais fait aussi un clin d'œil à Carlotta, mais en tout cas, alors ça m'appartient, encore une fois, je ne veux pas imposer cette vision-là au lecteur, mais moi je voyais Rosa Poncel, je voyais son visage quand je parlais de Carlotta. Donc j'avais mis aussi sur mon blog une photo d'elle et il me semblait que j'avais mis un petit commentaire. Mais de Géraldine Farrar sur le paquebot, Ouais. je l'ai même proposé à un moment quand on cherchait Laurence et moi un visuel pour la couverture, j'avais proposé cette photo. Ça ne convenait pas parce que c'était en noir et blanc, trop petit, on n'aurait rien vu. Mais alors, je suis tombée sur cette photo après avoir écrit Carlotta. C'est ça qui est rigolo aussi. Oui, pour moi, Carlotta d'abord est une féministe et une féministe très particulière. C'est-à-dire que à une époque où justement la femme se libère, donc c'est l'époque de ce qu'on appelait les garçons en France ou les flappeurs aux États-Unis, les cheveux courts, la cigarette, la voiture, parce que les femmes ne conduisaient pas de voiture auparavant, ces robes là très longues qui gommaient les formes. C'était très 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 mal perçu surtout par l'aristocratie.
Et Carlotta ne fait pas partie de ces femmes-là. Elle rentre de ces 2 semaines de disparition avec les cheveux courts, certes. Elle a essayé quelque chose, elle mentionne le fait qu'elle a bu quelques verres d'alcool, qu'elle a même parfois fumé une cigarette, mais c'est pas ça, c'est pas elle. C'est pas sa manière à elle de se révolter. C'est une vraie révoltée, dans le sens où elle peut même pas suivre un mouvement. Elle explique à un moment que sa liberté à elle consistera à dire je t'appartiens à un homme, mais pas pour poursuivre un modèle social. Et aussi, il y a quand même une conscience de classe que je n'ai rencontrée dans la biographie d'aucune cantatrice, en tout cas certainement pas de l'époque. On le voit dans sa proximité avec Ida, qui pour moi est un personnage vraiment capital. C'est le personnage d'ailleurs qui reste du début à la fin. Ida, donc sa gouvernante, dont elle dit à plusieurs reprises qu'elle préférait être amie avec elle qu'avec les gens dits de son rang, à qui elle a envie d'ouvrir son monde de privilégiés. Et il y a pas mal de réflexions là-dessus. Des petites piques comme ça, où on dit en gros que bon, elle donne un récital sur le paquebot. On a tous ces gens très riches qui représentent vraiment ce qu'il y a de plus prestigieux au monde, qui sont assis devant la scène. Et Ida, donc sa gouvernante, qui est debout près de la porte, et elle précise aucun d'entre eux ne mériterait en gros de faire son lit à elle, quoi. Je sais pas formulé comme ça, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de l'ordre du refus de tous ces carcans qui à l'époque étaient c'est pas tout à fait fini, il faut bien le dire, mais en tout cas à l'époque c'est vraiment terrible en fait. C'était des castes quasiment en fait. Et Oui, être une femme était déjà être dans une caste intouchable, je ne sais pas. Et effectivement, ce côté un peu hors norme ou révolté de Carlotta se voit même dans l'opéra qui, malgré tout, même si c'est plus grand que la vie, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un genre extrêmement codifié, en tout cas à l'époque. Et Carlotta, elle, donc, va même contre la nature en décidant de changer de tessiture. Oui. Et c'est pour ça que je vais donner l'exigence de June Anderson. Elle a donc appris plusieurs langues pour pouvoir les chanter en sachant de quoi elle parle. Parce qu'elle disait que chaque mot, on donne les intonations qu'il faut quand on le comprend vraiment, quoi. Pas simplement en ayant l'idée de quoi ça parle. Oui. Et donc cette exigence-là, c'est aussi oui, c'est en rupture avec les mœurs de l'époque, parce que je pense que des cantatrices qui font ça, il doit y en avoir plus aujourd'hui. Il y a vraiment une exigence. Souvent, les cantatrices maintenant, de nos jours, sont des intellectuels, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, en fait. Oui, oui. Je voulais vraiment. C'était mon thème, en fait. Même si c'est pas forcément flagrant au premier abord. Encore une fois, comme dans l'éternité, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du hareng rouge dans Carlotta. On a l'impression que ça va être une enquête. Euh, et finalement, comme dans l'éternité, on a d'abord l'impression que ça va être une histoire d'amour. Et finalement, c'est pas vraiment ça. Au début, je me disais, je vais parler de l'impossibilité de l'amour. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas ça qui est intéressant. Très rapidement, je l'ai su, en fait. Je l'ai su parce que j'avais vraiment ce personnage qui me glissait dans les mains comme un poisson, quoi. C'était très très curieux. Elle s'échappait tout le temps. Et pour moi aussi, il y a quelque chose de. Pour moi, une cantatrice, c'est forcément une légende. Et ça m'est propre. Je suppose que tout le monde ne voit pas ça comme ça. Mais j'ai une véritable fascination pour les cantatrices. Et Carlotta ne pouvait être qu'une légende. Et donc, témoin de ce travail de la légende et commentatrice aussi, qui se débat vraiment dans cette dimension qu'on essaye de lui donner, qui se débat pour avoir le droit d'être juste en chair et en os, quoi. C'est vraiment ça. Mediapart.
Pour moi, c'est un roman, effectivement, dans le sens où le roman a cette chance qui est unique, d'ailleurs, de pouvoir intégrer d'autres formes. Ce que j'ai voulu faire, c'est... donc on a quand même une cantatrice dont la voix, qui est privée de voix dans la première partie, celle qu'on entend le moins, c'est elle. Elle est vraiment noyée dans le brouhaha des commentaires qu'elle suscite, que suscite sa disparition. Et c'était ça que j'avais envie de faire. C'est vraiment, en gros, l'image que le lecteur se fait de Carlotta, il se la fait en écoutant justement tous ces bruits. Donc en gros, c'est des ragots, c'est des suppositions, des hypothèses, des fantasmes. C'est ce qui d'ailleurs va faire d'elle une légende, c'est d'avoir été au centre de tous ces regards, objet de fantasmes collectifs. Et dans la deuxième partie, par contre, là, elle essaye de s'imposer. Donc, c'est son journal Le Bord quand elle traverse l'océan pour rejoindre sa ville de New York et à bord du paquebot. Elle essaye de comprendre des choses parce que de toute façon, elle a besoin de l'écriture pour clarifier ses idées. Et elle s'en sert aussi pour essayer d'affirmer des choses. Ce sera un échec total évidemment, puisque ça mènera donc à cette pièce de théâtre où elle est complètement dépossédée d'elle-même et de tout ce qu'elle a voulu affirmer. J'ai vraiment lu des articles parus dans la presse de 1927. D'ailleurs, certains titres, tout ce qui concerne la crue du Mississippi, les titres sont authentiques. Donc c'était vraiment dans le Petit Journal en 1927, avec les fautes, parce que par exemple, à un moment, un journaliste parle de Poydras avec un I, puis plus tard on retrouve le même nom avec un Y. J'avais envie de parler aussi un petit peu de cet événement, justement pour encore une fois situer l'histoire de Carlotta dans la réalité. Et donc j'ai lu des articles, j'ai lu des lettres, des lettres qui avaient été écrites à l'époque à des directeurs de théâtre, parce que je voulais voir un petit peu quel registre de langage on utilisait à l'époque pour s'adresser à des gens qui étaient quand même... dont le regard était déterminant pour une carrière. Et donc, j'ai pas fait un travail de copie ou pas forcément d'imitation, mais ça a nourri mon écriture et j'avais vraiment envie que ce soit vivant, que ça sonne juste, que ce soit... c'était la première fois en fait que je me permettais de ne pas employer le jeu de la même manière que je faisais auparavant. Ce qui... comble un petit peu ma frustration de ne pas avoir encore réussi à écrire à la troisième personne. Et donc oui, ce patchwork, je trouvais que ça donnait un aspect plus vivant au texte. Et je m'en suis beaucoup amusée. Le langage de Carlotta, par exemple, là j'avais pas de modèle, mais j'avais vraiment envie qu'il soit un peu précieux, voire un peu empoulé par moments, et qu'il ait aussi ces moments de naïveté. Justement, en fait, pour moi, la pièce, elle est très importante. C'est assez curieux parce que j'ai rencontré plusieurs lecteurs qui m'ont dit avoir d'abord été désarçonnés par cette dernière partie et avant-dernière, pour être plus exact, et avoir pensé un moment qu'elle était en trop. Et pour moi, elle est vraiment essentielle parce que, justement, le décalage entre Carlotta et Miranda, donc c'est son nom dans la pièce, ce décalage-là correspond à la distorsion entre le réel et la légende qu'est devenue Carlotta, entre sa vraie vie et ce qui a été fantasmé autour d'elle. C'est vraiment une distorsion qui... C'est le travail de la légende, comme on dit qu'un bois travaille, en fait, avec un léger grincement, et c'est très ironique finalement. Carlotta ne sait effectivement pas qui elle est, et je voulais que personne ne le sache en définitive, que chaque lecteur se fasse son interprétation de la raison pour laquelle Carlotta a disparu, de ce qui s'est vraiment passé, et surtout de qui elle est. Et je pense que cette liberté reste intacte même à la fin.
Pour moi, c'était important. Et pas uniquement parce que je voulais que ce soit une ouverture, mais parce que effectivement, la légende, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui se dérobe constamment. Et j'aime bien l'idée que quand on veut raconter l'histoire de Carlotta, on ne peut pas le faire en moins de mots que ça m'a pris à moi. J'aime bien cette idée-là. Parce que tout est flottant et que c'est dans ce flottement qu'elle est sa vérité, si elle existe. Mediapart. Je voulais être totalement absente du texte même. Quand on imagine que quelqu'un, moi en l'occurrence, entre dans un bureau, rassemble des documents, et moi je suis le chef d'orchestre en fait, je suis le metteur en scène, et j'organise d'autres voix que la mienne. C'est ça. Oui, en gros, c'est moi qui monte l'opéra, mais je chante pas moi. Donc je fais ce que je veux de ces voix-là. Je choisis comment je veux les agencer. Et ma place est donc finalement c'est un peu fourbe parce que je maîtrise tout, mais je suis totalement absente. Je confie la parole à des tas d'autres. Enfin, des tas de protagonistes, dont certains d'ailleurs n'apparaissent que le temps d'une lettre. Par exemple, un chanteur qui envoie de lettres, là c'est complètement administratif d'ailleurs, disant qu'il a quitté Anselmo à telle heure, etc. Donc vraiment, c'est exploiter des voix pour en tirer ce que moi je voulais. Donc oui, c'est vrai que le lecteur peut déconstruire construire comme il le veut, mais malgré tout c'est moi qui tire les ficelles, c'est moi qui ai décidé d'organiser ça comme ça. Oui, mais d'autant plus ironique que je me suis amusée à donner une voix ridicule à certains personnages. Anselmo, par exemple, est souvent ridicule. Et c'est un poltron, il faut le dire très franchement, et quelqu'un de faux. C'est quelqu'un de faux qui d'une manière très différente de Carlotta, vit un peu trop dans le monde de l'opéra, et à un moment, Carlotta dit d'ailleurs Anselmo en prison, c'était de l'opérette. Oui, je me suis amusée avec ça justement, avec les fausses avancées de l'enquête, les vraies révélations sur ce qu'est Carlotta, sur ce qui a pu motiver son envie de disparaître. Et l'article que je trouve le plus proche de mon image de Carlotta, c'est l'article de ce journaliste qui dit en gros, c'est pas le double assassinat dans la rue Morgue, il faut arrêter, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Et c'était peut-être l'article qui se rapprochait le plus de ma propre voix, en fait. Il disait que c'était pas le double assassinat dans la rue Morgue, il y a aussi le fait de casser l'idée même qu'il y ait là, dans le fait que Carlotta, qui est toujours enfermée, finalement tout ce qu'elle a fait c'est sortir du Ritz, on ne sait pas par où mais elle est sortie, il n'y a pas de quoi en faire un roman. Et moi j'en fais quand même un roman. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, que j'ai fait dans l'éternité aussi. À la fin, il y a une page que j'aime bien lire en lecture et qui généralement fait beaucoup rire les gens parce que, en gros, on a quand même la narratrice qui dit elle dit nos vies sont des romans mal ficelés. Et donc après, il y a toute une énumération où elle casse le style, le peu d'épaisseur des personnages, etc. Et donc, elle est censée parler de sa vie, mais finalement, c'est moi qui parle de mon roman aussi. Et j'aime bien avoir toujours un moment, cette ironie qui, pour moi, c'est comme si je sapais mon propre travail. Et cette distance-là, j'en ai besoin, en fait. Mais c'est important pour moi, mais peut-être parce qu'au tout début, j'ai été un peu frustrée de partir vraiment à mes tout débuts. Mes premiers romans, c'est considéré comme de l'autofiction. Moi, je suis d'accord qu'à moitié, en fait, bon, j'ai été cataloguée comme ça, donc je l'ai ressenti comme ça, même si j'avais pas l'impression de faire ça. Peut-être pour le premier. Moi, à la base, ce que j'aime, c'est la fiction. Et c'est ce que j'ai toujours écrit jusqu'au jour où j'ai été publiée.
pas de bol, c'était mon premier texte publié, c'était une nouvelle qui racontait quelque chose qui était très proche de moi. Donc je me suis dit, bon, plein de mes romans, de mes manuscrits ont été refusés, alors que vraiment j'avais l'impression que j'avais une imagination intéressante. Et j'ai perdu confiance en mon imagination pendant très longtemps. Et depuis que j'ai été encouragée par quelques personnes, ça peut être des proches, des journalistes ou même des éditeurs, à revenir à la fiction, j'ai repris confiance en moi dans ce registre et maintenant j'ai envie de rattraper le temps perdu et d'essayer beaucoup de choses. Et de toute façon, je pense que si je ne variais pas, je m'ennuierais. Mediapart. À lire la presse internationale cette semaine, on croirait que la cantatrice Carlotta Del Monte a été victime d'un phénomène occulte ou d'un tour de prestidigitation trop bien réussi. Moi, je suis prête à vous parier que l'explication est très simple. Peut-être un peu tortueuse, mais bien moins que celle du double assassinat dans la rue Morgue. Dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, il s'agit de 2 cadavres découverts dans une maison fermée de l'intérieur, tandis que Miss Del Monte a disparu d'un hôtel ouvert aux 4 vents, avec ses portes à tambour sur la place Vendôme et d'autres à l'arrière du bâtiment pour l'entrée du personnel et les diverses livraisons. Il y a bien des manières de sortir d'un si grand hôtel entre 1h et 10h du matin. Sans s'aventurer dans les parties de l'établissement que protège un panneau privé, Miss Del Monte pourrait très bien être sortie sur la place Vendôme au bras d'un homme dont les larges épaules l'auraient cachée à la vue du portier. Ou elle pourrait en être sortie seule, elle que l'on sait capable de se faire passer devant les publics les plus pointilleux pour une japonaise ou une princesse chinoise vêtue en Sosyo-san ou Turandot. Elle pourrait avoir franchi la porte principale dans un déguisement moins oriental que les précités, quoique l'on vienne au luxueux Ritz de partout dans le monde, pour échapper à l'attention des employés. Ou elle pourrait avoir quitté l'hôtel sans en faire mystère, un peu agacée que personne ne réponde à son bonsoir, ni le réceptionniste répondant au téléphone, ni le portier parti aider une vieille cliente à descendre d'une voiture trop profonde. Quant au garçon d'ascenseur, il l'aurait saluée aussi poliment que mécaniquement, la confondant comme presque tous les jours avec cette autre riche américaine aux yeux noirs qui occupe la chambre 212. Ces ébauches ne ressemblent-elles pas étrangement à la vie, avec leur concours de circonstances, leurs angles morts et leur part d'extravagance ? Vous me direz, mais qu'est-ce que Carlotta Del Monte allait chercher à une heure si tardive que le Ritz n'aurait pu lui fournir? Je vous propose une réponse, une seule parmi les centaines de réponses possibles. Je ne prétends pas qu'elle soit juste, mais je veux montrer ici qu'il n'est pas si compliqué d'élaborer une théorie tout à fait réaliste pour tenter d'expliquer cette disparition, comme celle-ci. Carlotta Del Monte est allée chercher dans les rues de Paris ce que le Ritz ne pouvait lui proposer, de même qu'elle est allée chercher dans l'opéra ce que la vie ne pouvait lui offrir. Une exaltation si forte qu'elle lui ferait oublier sa condition de mortelle et le caractère éphémère de toute chose. L'opéra n'est-il pas depuis l'âge tendre le refuge de la si belle Carlotta? Songez qu'il lui donne la possibilité de devenir chaque soir quelqu'un d'autre, de redécouvrir chaque soir les sentiments les plus ardents de la passion amoureuse, de recevoir chaque soir des serments plus profonds et plus poétiques que n'en réserve jamais une vie de femme. Elle, qui incarne les héroïnes les plus romantiques comme aucune cantatrice avant elle ne l'avait fait, jusqu'au dédoublement de la personnalité, vit avec un gentil vieux monsieur, mais tient chaque soir les mains du ténébreux Marcat dans les siennes pour évoquer devant des salles combles l'heure où, unis dans les sphères célestes, ils se dissoudront au-dessus des flots, au soleil couchant, dans un nuage léger. Est-il si invraisemblable que cette même Carlotta Del Monte ait fui délibérément le paradis figé du Ritz pour plonger dans les excès de la bohème parisienne, sans doute effleurée au cours de son séjour? Avant de draguer les fleuves, de sonner le glas ou de décréter un deuil national, peut-être mes confrères feraient-ils bien de se promener un peu à Montparnasse, de s'introduire incognito dans les ateliers d'artistes et les cafés, vêtus de leurs plus belles vestes tachées de peinture à l'huile pour se fondre dans la foule. Qui sait s'ils n'y découvriraient pas une héroïne nouvelle dans un décor plus vaste qu'elle n'en a jamais connu. Mediapart.